Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point ce matin. Pour présenter cette émission, Georges Allen est avec vous. Ce matin, nous allons parler du budget national. Un budget très controversé et on l'a vu récemment, le président de la République a dû se convertir en présentateur de télé pour tenir une émission spéciale, Parole Changement, et il avait commencé par défendre le budget qui est très décrié par plusieurs secteurs, que ce soit des politiques, des syndicalistes qui aujourd'hui font la grève pour protester contre le document. Et comme on l'a dit, pour parler de ce budget ce matin, nous avons avec nous trois invités, un politique, un ancien journaliste, toujours journaliste, parce que c'est quelqu'un qui a un regard rivé sur l'actualité. Clarence Renoir, bonjour. Bonjour Georges. Un économiste, jeune économiste dynamique, Edzer Émile, et qui se passe de présentation. Edzer Émile, bonjour. Bonjour Georges et bonjour aux téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices de Métropole. Et un représentant du pouvoir, de l'administration, Moïse Lafontaine, qui va certainement continuer à défendre le budget. Reynald Lubéris, bonjour. Bonjour Georges Allen, bonjour à tous les amis auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Bonjour Clarence Renoir, bonjour Edzer Émile. Bonjour. Bonjour. Oui, une émission en pleine grève, Clarence Renoir. Quel est le constat dans la rue aujourd'hui? Le constat d'abord, c'est que nous sommes en condition D, je dirais, parce que c'est la débrouillardise. Et le transport en commun ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de précautions qu'on peut remarquer dans le comportement de ceux qui prennent la rue. Alors, moi, le constat, c'est une analyse que je ferai. Je vous le disais hors antenne, on en a vu beaucoup dans ce pays. Mais la grève, c'est une expression, je dirais, démocratique dans toute société. En France, on en connaît actuellement. Aux États-Unis, on en a connu, on connaîtra encore sans doute. Mais c'est que, pour moi, cette grève, qui est l'expression d'un refus du budget, vous en parliez, montre que nous n'avons pas avancé, nous n'avons pas progressé beaucoup dans ce pays, en tout cas en termes démocratiques. Parce que la démocratie exige le maintien d'un dialogue permanent entre les différentes forces du pays. Je crois que le président, dans ce sens-là, l'a reconnu publiquement d'ailleurs. C'est pourquoi aussi il se met en avant de la scène, ce qui est dommageable pour lui, qu'il prenne comme ça, sans bouclier, seul, ce qui se passe, ce qui arrive comme contestation du budget. C'est que le travail qui devrait être fait de dialogue avant même la présentation du budget au Parlement avec les différentes forces du pays n'a pas été fait. Et nous sommes en train de payer les conséquences aujourd'hui. Edzer Émile, en votre qualité d'économiste, on le sait, lorsqu'il y a de la grève, des mouvements de manifestation, tout ça, l'économie en souffre. Absolument, absolument. Quand il y a des arrêts au niveau des activités économiques, que ce soit au niveau du secteur privé, ça affecte les chiffres d'affaires, ça affecte également les recettes au niveau de l'État, que ce soit au niveau de la DGI ou des douanes. Mais encore une fois, il faut respecter la grève comme un outil de combat. Mais très souvent, en Haïti, les gens ne sautent pas ou encore ne vont pas aux activités, pas parce que nécessairement ils adhèrent au mouvement, des fois parce qu'ils ont peur. Donc, on ne sait pas exactement quel est le pourcentage des gens qui adhèrent ou de ceux qui, justement, ont peur de sortir, peut-être probablement quelque chose peut arriver. Donc, mais ce qui est certain, le constat, c'est que au niveau de la rue, où on a fait le parcours tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de monde, mais surtout au niveau du transport public, c'est extrêmement affecté. Et je ne sais pas si ça va se répéter, comment le gouvernement va réagir. Donc je crois qu'il fallait quand même anticiper et même éviter ces situations qui ne sont pas du tout favorables à l'économie, mais aussi en termes de climat des affaires. Et je crois qu'il faut vraiment travailler à deux niveaux, le comportement du gouvernement, mais aussi de ces gens-là, pour que le pays n'en souffre pas davantage, parce qu'on a déjà trop souffert dans les années passées. Et parlant de réaction du gouvernement, Reynald Lubéris, jusqu'à 7h du matin, pourquoi pas 7h30,
on n'avait pas senti les mesures annoncées par la secrétairerie d'État, particulièrement en ce qui concerne les autobus que l'État, le gouvernement, devait mettre à la disposition des écoliers surtout. Je constate deux choses. La première chose, c'est que les policiers, en fait, sont là, cadrés, en fait, la rue pour sécuriser la population. Oui. C'est-à-dire, en fait, pour permettre, en fait, à tous ceux qui veulent vaquer à leurs occupations de pouvoir le faire librement, en fait, comme ça se fait dans toute société qui se respecte, dans toute démocratie. Le deuxième constat, c'est que la grève annoncée aujourd'hui a pour leitmotiv le mensonge. C'est une espèce de spirale qui a commencé depuis 2015, où en fait on a fait perdre en fait 100 millions de dollars au pays pour réorganiser des élections en fait qu'on a dénoncées sur une base de mensonges. Aujourd'hui, on a essayé de faire sortir la population dans la rue sur encore une base de mensonges en disant que le budget contenait des dispositifs en fait contre la population. C'est-à-dire en fait, on constate que la démocratie en tant que régime n'a pas été, ou encore en fait, n'est pas encore bien appréhendée par un certain nombre d'acteurs politiques qui ont du mal à digérer en fait le résultat des urnes et qui pensent qu'il faut se réveiller tous les matins, créer une situation en fait chaotique dans le pays pour prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je pense que le peuple a compris. Évidemment, c'est pas un secret pour personne. Il y avait manifestement en fait un problème de communication autour des activités du gouvernement autour de ce budget. Donc aujourd'hui, on essaye de faire le travail de pédagogie pour expliquer aux gens, mais il n'y a aucun motif de faire grève si la grève a pour véritablement motif le budget. Aujourd'hui, ce budget-là, c'est un budget qui cadre avec les promesses de campagne de Jovenel Moïse et qui contient un certain nombre de dispositifs, en fait, qui permettra de changer les conditions de vie de la population. Pour reprendre les propos du ministre de la Planification, je dirais que c'est un budget, selon lui, innovateur, et on va voir ça avec l'économiste qui est là avec nous. Je vais vous poser une question assez difficile, je le concède. Edzer Émile, faut-il brûler ce budget? Non. Le budget 2017-2018? Non, pas du tout. Pas du tout. Premièrement, il y a des choses dans le budget qui sont quand même des configurations qu'on répète tout le temps, chaque année. C'est-à-dire que la structure générale, c'est une structure, et comme ça a été l'année dernière, comme ça a été avant. Donc, globalement, le budget garde la structure. Mais il y a quand même des irritants. Et c'est ça qui crée le problème. Cela veut dire qu'au fond, la structuration, la configuration, les allocations sont à peu près les mêmes, mais il y a quelques irritants. Et c'est pour moi, je dis à chaque fois que le gouvernement pourrait éviter ces irritants et qui ne devraient pas coûter nécessairement grande chose au gouvernement. Je prends par exemple l'allocation au niveau pour les parlementaires, pardon, pour le Parlement, avec une augmentation de près de 80%. Là, nous sommes dans les irritants. Justement, dans un contexte pareil, où il y a un Parlement qui n'est pas nécessairement populaire, avec tout ce qui se passe, pour les questions de subventions, etc., c'était vraiment pas nécessaire d'avoir une augmentation aussi importante et qui n'est pas nécessairement justifiée. Également, pour les droits, qui n'étaient pas nécessaires, quand j'ai fait le calcul, les gains obtenus à partir des modifications des droits, que ce soit pour les permis ou, par exemple, pour le passeport, ça fait un petit peu plus que 1 milliard de gouttes. Dans un budget de 144 milliards de gouttes, ça fait moins de 1%. Alors qu'on pourrait trouver d'autres moyens pour générer ces ressources sans nécessairement créer cet incident. Parce qu'on parle quand même de certains droits qui n'ont pas été modifiés depuis plus de 10 ans. Et quand on ne les modifie pas, c'est parce que justement, ils sont trop sensibles. Donc, c'est quand même ça la question. Ça a été trop brusque. Absolument. Maintenant, à part ça, il y a eu... et personnellement, je suis beaucoup plus intéressé à regarder quelle est la vision économique qui est derrière le budget. Je peux m'intéresser à regarder quels sont les dispositifs ou mécanismes qui vont vers la création d'emplois, vers la création de richesses. Mais aussi, je suis intéressé à questionner la capacité du gouvernement à générer les ressources, justement, mises dans le budget. Notamment en ce qui a trait au financement interne. Pour moi, c'est ma plus grande préoccupation. Et j'ai écrit un article justement sur ça, uniquement. J'ai questionné cette partie pour dire, par exemple,
au-delà des recettes fiscales et douanières, au-delà des apports de l'international, le gouvernement a prévu à peu près 26 milliards de gouttes de financement interne avec des fonds assez nouveaux comme fonds de la diaspora, fonds de syndication. On ne connaît pas trop de ces choses. Quels sont les mécanismes? Est-ce qu'on aura vraiment la capacité de dégager ces ressources? Pour moi, c'est ma préoccupation. Donc, maintenant, ça arrive qu'il y avait une exploitation de ces irritants tout à l'heure mentionnés et qui ne devraient pas être mis dans le budget. Et encore plus, Georges Alain, c'est que, selon la loi, en général, quand on soumet un budget, on devrait pouvoir soumettre d'autres documents, d'autres lois séparées pour modifier tout ce qui est CFPB, tout ce qui est impôt sur le revenu, tout ce qui est un ensemble de droits, justement. Donc, le gouvernement a pris la chance de mettre ces histoires dans le budget et ce sont ces choses qu'il ne devrait pas mettre et qui ont un peu empoisonné le budget. Mais le budget en soi, avec toute sa structure, sinon, écoute, il y a tous les secteurs qui demandent beaucoup plus. On est habitué avec ça, c'est parce que justement le gâteau est trop petit. Donc, même quand vous donnez beaucoup plus de pourcentage, quand le budget est très petit, ça ne va pas nécessairement satisfaire les attentes des gens. Pour moi, c'est un petit peu ça, et peut-être au fur et à mesure, on pourra aller en profondeur. Voilà. Chaque secteur, à travers le... Oui, je voulais ajouter... Je voulais réagir. Je ne partage pas tout à fait une partie de l'analyse d'Edzer Emile. En fait, on est dans un système qu'on appelle le gouvernement représentatif. C'est-à-dire, en fait, le système tire son essence de par les représentants, de la manière, en fait, dont le Parlement est structuré. Donc, le gouvernement représentatif, en fait, est basé essentiellement sur les représentants. C'est ça la nature même du régime démocratique. C'est pas un mandat, en fait, direct où, en fait, le peuple va sur la place publique et exécute. Non, le peuple, en fait, participe à la vie politique à travers ses représentants. Donc, ce sont ces représentants même qui sont à la base du système. Donc, un pouvoir autonome qui doit pouvoir avoir la capacité d'exercer effectivement son pouvoir de contrôle. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le Parlement? J'entends dehors une espèce d'anti-parlementarisme primaire où en fait le Parlement n'est pas bon, tout ce qui est fait dans le sens du Parlement, il faut les faire. Moi je dis que c'est très dangereux. C'est dangereux parce qu'en fait on est en train de saper même la base de la démocratie parce que c'est une démocratie indirecte qui s'exerce essentiellement à travers les parlementaires. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Si vous pouvez souffrir, je fais ma démonstration, après vous pouvez parler. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un Parlement qui a reçu un certain nombre de ressources pour lui permettre en fait, de fonctionner normalement. En même temps, et ça c'est à leur avantage, je constate aussi que c'est la législature qui est la plus productive en fait en matière de production, de vote de loi en fait, contrairement... Il faut le reconnaître. Oui, contrairement en fait aux législatures précédentes. Donc aujourd'hui, on a un palais législatif en fait qui est fait avec des choses en fait en préfabriqué. Donc il faut aujourd'hui construire le palais législatif. Il y a une partie en fait de l'allocation qui a été prévue, enfin d'allocation qui a été prévue pour la construction du palais législatif. Il y a en fait une augmentation substantielle du budget du Parlement. Moi je trouve que ça tout à fait normal. L'année prochaine, ou alors s'il y a un budget rectificatif, étant donné que les prévisions sont en hausse sur les 5 derniers mois, tout porte à croire qu'on devrait avoir un budget rectificatif en fait autour du mois de janvier ou un peu plus tard, parce qu'en fait les recettes douanières ont augmenté les 5 derniers mois de 34%. Donc on peut arriver à un budget rectificatif. Il faut augmenter également le budget du pouvoir judiciaire, de sorte que les pouvoirs de l'État puissent jouer leur rôle normalement. Les pouvoirs ne peuvent pas être mis à la rue. Les pouvoirs, en fait, c'est pas attendre en fait que des gens appellent à manifester ou cassent quelques voitures. À ce moment-là, en fait, on dit qu'on va faire ce qu'ils demandent. Le pouvoir s'exerce essentiellement à travers le Parlement, à travers les partis politiques qui doivent en fait avoir des élus au Parlement. Donc, il faut cesser cette machination contre le Parlement qui dit que bon, on donne trop d'argent au Parlement, donc on essaie de monter la population contre le Parlement, c'est-à-dire en fait de remonter la population contre elle-même. Pour finir, la question du passeport. Je signale que le passeport haïtien coûte environ, se vend à environ $25.
et que Haïti ne fabrique pas de passeport. Les pays qui fabriquent les passeports, c'est les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne. Haïti fabrique son passeport en Allemagne ou parfois aux États-Unis. Aux États-Unis, on est producteur de passeports, le passeport se vend à $110. En Haïti, on demande à l'État de subventionner le passeport. Le passeport n'est pas un produit de première nécessité. Le passeport, ce n'est pas de l'huile, ce n'est pas du riz. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'un passeport. En plus, ce passeport-là, la durée, oui, je sais que non, mais vous avez beaucoup de choses à dire, mais souffrez. Souffrez davantage. S'il vous plaît. Et le passeport, en fait, la durée de validité a été augmentée. En fait. Ça passe de 5 ans à 10 ans. Moi, je pense que l'État haïtien ne doit pas subventionner le passeport. Le passeport doit être vendu, en fait, au prix que cela coûte. Maintenant, pour la question de permis de conduire dont a parlé Edzer-Emile. Aujourd'hui, on a plein de circuits de fabrication parallèle, en fait, de faux permis de conduire. Parce que le permis de conduire qu'on a aujourd'hui n'est pas sécurisé. Il faut introduire une puce électronique dans le permis de conduire. Il se trouve que Haïti ne fabrique pas de puce électronique. Donc ça engendre un coût supplémentaire. Et donc, pour sécuriser le permis de conduire, il faut que le contribuable puisse payer parce qu'en fait, l'argent ne peut pas tomber du ciel. On ne peut pas demander aux Français, aux Canadiens de subventionner nos permis de conduire. Et donc, on est en train de changer de paradigme. On est en train de faire en sorte que les Haïtiens prennent en main leur destin. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est comme ça. Mais on veut croire que la mutation a été trop brutale selon les propos d'Edzer-Emile. Oui, Clarence, vous voulez ajouter? Non, si vous permettez, parce que moi, il y a un peu d'incohérence dans ça. Excusez que M. Libéry se dit. Et notamment concernant le passeport, c'est un bon exemple. Si vous considérez que le passeport est un produit de luxe, non, c'est pas un produit de première nécessité. N'est pas un produit de première nécessité. Donc, ça se trouve que ça l'est, hein, de votre point de vue. Justement, je vais l'expliquer. Pour qui ça, c'est ça le gouvernement fait en priorité. Mettez possibilité pour mon passeport d'abord. Mais ils ont une incohérence là-dedans. Puisque le monde n'a pas besoin en réalité. Oui. Puisque pas un produit de première nécessité. Votre cravate, vous en avez besoin, mais ce n'est pas un produit de première nécessité, M. Renoir. C'est ce que je veux dire. Laissez-moi terminer. On parle de la population. Je ne parle pas de moi, en tant que vous. Je peux porter une cravate comme je ne peux pas en porter. Et le passeport aussi. C'est l'autre question que lié. Ça me débute l'incohérence. Et au danger, on va parler de danger qu'il y a monté population contre le Parlement. Ce n'est pas ça le problème. C'est le Parlement qui lui-même dans le comportement a envoyé un mauvais signal à la population en tout. Monsieur Libéris, personne ne peut accepter qu'un Parlement dans un pays pas jouer le rôle de contrôle que le doit jouer, que la démocratie va jouer. Le Parlement, ça, 50e législature, là, pas fait. Son Parlement qui nomme un ministre, qui nomme un directeur général de l'administration de l'État, il n'est pas possible de le contrôler encore. Son Parlement qui a bénéficié d'une série de privilèges et d'avantages qui est inacceptable au vu de la souffrance de cette population. Nous pas qu'à accepter chaque 3 mois pour parlementaire gagner 1 million de gouttes. Et dans ce budget, justement, c'est le budget du Parlement. C'est ça le problème. C'est un budget taillé sur mesure pour le Parlement. 10 millions de gouttes pour des sénateurs qui vont exécuter projet la caillou. Et un sénateur qui a gagné imprudence, font remarque publique. L'autre jour dans la réunion, dans le Palais national, il dit budget, ça me fait voter déjà. Moi, joindre un dedans, ça me fait besoin pour zone moyen, je ne vais pas voter encore. C'est grave. Laissez-moi terminer, ou tu parlé tout à l'heure là. Et la deuxième chose concernant ce Parlement, donc 10 millions de gouttes par sénateur ou par parlementaire. Par collectivité territoriale, monsieur. Mais que l'argent aille aux collectivités, bien pas sûr. dans la main des parlementaires. Là, on est tout à fait d'accord. Il faut que ça aille aux collectivités, ça ira aux collectivités. Oui. Alors, comme dites-vous... Par contre, il y a quelque chose qui m'étonne. Mais qui sont dit, par exemple... Vous êtes issu d'un parti politique. Non, mais attendez. Vous êtes issu d'un parti politique. Attendez. Vous avez combien de parlementaires, vous, monsieur Renoir? Je n'en ai pas. Ben voilà. Donc quand on est en démocratie, en fait, on se bat, on va aux élections, on a des parlementaires, on fait passer ses idées, en fait, au niveau du Parlement. Je vais vous dire autre chose. Donc quand on ne va pas aux élections et on arrive, en fait, de par sa notoriété, on veut modifier le mode de fonctionnement du Parlement, c'est pas très efficace comme approche. Mais moi, je dis qu'en fait, vos idées sont géniales, hein, mais si vous avez eu des parlementaires, vous auriez été plus efficace. Aujourd'hui, il faut s'efforcer pour avoir des parlementaires parce que ça s'appelle démocratie. Dans les conditions que ces élections s'organisent, je n'aurai pas de parlementaires. On compte très bien la condition. Je ne sais pas, moi mais oui, c'est sur les armes, c'est dans la fraude, c'est dans la corruption. Non, je voudrais terminer, si vous voulez. On a parlé de budget, hein. Justement, on est dans le budget. Pas du Parlement. On est dans le budget. Avec ses problèmes et... On est dans le budget. En pile incohérence dans la démarche. Les priorités.
aujourd'hui dans ce pays. Vous êtes en train de reprocher au président de la République de permettre aux citoyens d'avoir les documents d'identité, c'est ça? C'est ça l'incohérence pour vous? Laissez-moi terminer si vous voulez. Ne mettez pas dans ma bouche ce que je ne dis pas. Je ne comprends pas Laissez-moi l'incohérence parler. alors. Je vais y arriver si vous permettez, si vous souffrez un moment de m'écouter. Reconstruire le Parlement maintenant, le palais législatif. Où est la nécessité? Où est l'urgence là-dedans? Ah, bah voilà. Laissez-moi terminer. Reynald Dubiris. Et le budget, c'est l'expression politique d'un gouvernement. C'est un choix politique aussi. Absolument, absolument. Ah ben voilà. Donc si c'est pour le gouvernement la priorité, et ce Parlement la priorité, c'est de monter un bâtiment de 10 étages pour travailler, ça ne va pas rendre le Parlement plus efficace, monsieur Dubiris. Croyez-moi si vous voulez. Ce n'est pas le bâtiment qui va rendre le Parlement plus efficace. Donc le Parlement aurait pu accepter de souffrir, de continuer à travailler dans les préfabriqués, en attendant que le pays puisse avoir les moyens. Parce que c'est nous qui payons. Ce sont les citoyens qui payent. Oui. Attendez, qui t'aime fini. Non mais attendez. Donc, M. Renoir est en train de nous dire sa vision de l'État. Je vais vous dire, qui pour aller plus loin, regardez l'incohérence. Pourquoi pas reconstruire le palais national avant le palais législatif? Les deux, en fait. Ah, voilà. Les deux. Donc, une question de choix là-dedans. Moi, je crois que le président, défendant le budget, a montré trop clairement qu'il défendait le Parlement, ou les parlementaires, sa majorité au Parlement, mais pas la population. Et c'est ça l'irritant, justement, à travers votre politique brillante argumentation, M. Renoir, et c'est ça l'argument. Juste un mot. Justement, à parce travers que là, votre brillante argumentation, vous êtes en train de mettre en exergue une vision très restreinte, en fait, de la République. Pour moi, la République, en fait, a des symboles. Ouais. Le palais législatif fait partie des symboles. écoutez, Le palais présidentiel fait partie des symboles. Il n'y a Ok, pas monsieur, d'État qui puisse se monsieur, construire sans symbole. Donc disciplinons vous le débat, avez, je termine juste là, meilleur symbole, c'est le peuple. vous avez une idée, en fait, de l'État qui ne correspond pas à l'histoire, à l'évolution de ces États, parce que les États sont construits, les États ont émergé à partir d'un ensemble de symboles. On est dans le cadre d'un État, M. Renoir. Donc aujourd'hui, dire qu'il faut que le Parlement travaille sur des préfabriqués, dire qu'en fait avoir des locaux adéquats pour travailler, ça ne permet pas en fait d'augmenter la productivité, franchement c'est une vision assez particulière des choses. Ce n'est pas la nécessité aujourd'hui. La nécessité serait été de bonnes écoles pour nos enfants, de bons professeurs pour nos enfants. C'est pour ça qu'il y a eu des élections, M. Renoir. Vous avez fait vos propositions, il y a d'autres candidats qui en ont fait d'autres, et maintenant le peuple a voté, et ces propositions-là sont en train d'être mises en application. En fait, et je voulais réagir sur motion que le collègue l'a pris à l'heure. Vous te faites parler, pas d'émotion encore. Non, allez-y. C'est une réaction par rapport à ça. En fait, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des coûts qui sont associés à la production de passeports ou de permis de conduire. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça, pour comprendre, c'est que c'est une question de perception. Moi, dans le début de mandat, moi, apprécié asseoir pouvoir. Moi, m'a parlé d'une élection côté un peu de monde pas voter. Donc, il y a un problème. Donc, c'est que faut que moi gérer question de popularité, question de représentativité, question de crédibilité, légitimité. Donc, est-ce que là, on est en train de dire que le président de la République, là, l'administration Moïse Lafontaine, dans l'élaboration du budget, il doit faire plus politique que économique? Pas dire tout de faire plus politique qu'économique, mais quand même, il y avait un manque d'intelligence dans quelques choix qui étaient faits politiquement. Deuxièmement, on a parlé d'un contexte de ralentissement économique qui était énormément affecté avec Mathieu depuis l'année dernière. Un contexte, les populations extrêmement bas en termes de revenus, question problème. Deuxièmement, nous connaissons que récemment, il a été monté carburant. Nous n'avons pas vraiment réagi. C'est comme si le coup a passé. Le gouvernement a eu la capacité. Il va augmenter, il va ajuster en fait, puisqu'on ne produit pas de carburant en Haïti. Donc quand on achète, il faut revendre en fait au prix d'acquisition. Je comprends, je comprends. On ne va pas faire jugement sur lui, mais il parle d'un fait. C'est-à-dire qu'on a ajusté les prix de carburant. Si c'est en français, nous dit augmenter, ajuster en français. C'est pas la même chose en fait. Les mots ont un sens. Je sais. Maintenant, c'est un fait. Question salaire minimum, bien arrivé, l'autre fois encore. Malgré mon pas ça besoin, mais on a l'impression qu'on est de toute façon la calmer. Le gouvernement encore une fois a gagné. Je ne sais pas si c'est temporairement ou pas. Mais tant qu'on a l'impression qu'on sort de accumulation de satisfaction et de frustration de refoulement qui vient gagner. Donc dans le contexte ça, avec ça, en quantité mon a dit sur le budget depuis le fait soumettre 30 juin, moi-même personnellement, j'écris des articles, l'autre monde parlait. Je crois que il y avait moyen d'éviter ces irritants, encore une fois. Ça veut dire que, moi d'accord que le passeport a coûté cher, mais tu es capable de faire sacrifice à chercher l'argent de l'autre côté. Parce que le pays a connu que 400 millions de dollars américains qui a perdu sous frontière chaque année. Le pays a connu que près de 80% de gens qui t'a donné payer déclaration définitive d'impôt qui ne pas payer.
pays a connaît une quantité de monde qui travaille qui gagne deux comptabilités. Maintenant, pays a connaît tout que gagne une gestion qui pas nécessairement rationnelle qui fait de l'argent. Donc la confiance beaucoup établie entre les citoyens et l'État, et ceci c'est pas aujourd'hui à sa fête, qui vient faire que citoyens viennent extrêmement sensibles lors dit ou a petit goutte dans poche li, l'elle pas garantie que cet argent va être utilisé de manière optimale et rationnelle. Donc cela veut dire que dans un contexte qui gagne tout problème ça, donc il faut jouer sur la perception, il faut jouer sur le politique. Donc nous pas dit que 7 milliards de gouttes trop l'argent pour un parlement qui gagne tout le monde ça là-dedans. Soit le Dominicain, il me suit que le parlement gagne 10 fois plus que ça. Donc c'est pas l'argent qui empile, mais c'est qu'est-ce que ça fait en termes de perception pour des gens qui dehors cap chercher travail. Côté situation beaucoup améliorée, il y a des promesses qui faites, il y a 8 mois qui passent, il y a beaucoup de grandes choses. Donc c'est ça la question. Donc le contexte n'était pas favorable, notamment, mais surtout parce que il y avait des possibilités, il y a d'autres choix que tu es capable de faire pour que rentrer l'argent sans nécessairement mettre l'accent sur ces histoires qui sont trop sensibles et que nous, qui avons exploité politiquement là contre le gouvernement et qui est quand même évitable. Mais il y a un aspect extrêmement important pour nous souligner là-dedans, qui ne va pas négliger. Et Lubérus, il ne faut pas tromper. Et tout à l'heure, tu as dit, il ne faut pas que la rue décide. Mais justement, pour la rue n'a pas décidé, il faut que l'institution joue. Et me songez bien, c'est le président Jovenel pour défendre le mandat, qui demande de descendre dans la rue pour le défendre le mandat. Parce que vous comprenez l'institution et de monde quand l'institution. Je dis, qui ça passe avec le Parlement? Ce n'est pas le Parlement que la population a besoin. C'est le monde qui est dans le Parlement. Et qui politique a fait, qui ça a fait. Ce sont des élus qui prennent pour eux tous les avantages et qui oublient. Même les électeurs qui les ont mis. Qu'est-ce que ça a à voir avec le budget, M. Renoir? Ah, mais si ça a à voir avec le budget. Écoutez. Si vous permettez que je finisse. Je dis à ça pour nous faire, c'est pour nous rétablir confiance qu'il y a entre élus et dirigeants. C'est ce qui est en train d'être fait. Je vais vous expliquer comment ça se fait aujourd'hui. Attendez, laissez-moi terminer. Quand on voit des informations qui circulent, qui dit que 3,5 milliards de gourdes pour reconstruire le Parlement, 40 millions de dollars à peu près. Même bâtiment ça, dans le privé, du côté 10 millions de dollars. Il y a un problème d'explication à donner aussi. Il y a... Ah ben oui, construire Banque Sodelmar, prendre le Digicel qui est en bas, allemand des combien au côté pour eux. Donc, quand on a ça... Il y a combien de parlementaires à la Sogebank? Oh, attendez, excusez-moi, monsieur. C'est pas le... C'est une comparaison. C'est un bâtiment de 10 étages. Ce sont des bâtiments de 10 étages. Attention. Non, on ne parle pas de parlement. D'ailleurs, sans doute, il y a plus pour une gap sécurité dans Sogebank là, ou bien dans Digicel là que dans le parlement. Là n'est pas la question. La question est que la confiance. Que fait-on de l'argent public, monsieur? Je vais vous expliquer, monsieur Renoir. Gardez vos explications pour la seconde partie de l'émission. J'avoue que je suis un petit peu dépassé. Bon, ça, on le comprend bien, c'est un budget, on l'a dit, controversé, très décrié et controversé. Yo là, dans le studio avec nous aujourd'hui. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Nos invités, Clarence Renoir, politique, Edzer Emile, économiste, et un représentant du pouvoir, c'est le secrétaire général du Conseil des ministres, avec rang de ministre, bien sûr. Et restez branchés sur Métropole, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Nos invités sont toujours avec nous et nous essayons d'ouvrir un peu plus le débat sur le budget parce qu'au niveau du gouvernement, cela n'a pas été fait et Reynald Lubéris l'a dit tout à l'heure. Et Edzer Emile, on nous essaye, ouais. Je dis à là, nous sentons que budget, hein, même économiste qui te paraît pour... Il y a des économistes qui te disent budget très ambitieux, budget a commencé à cadrer à sa présidente, dit dans campagne, dans sa première ministre, dit dans la déclaration de politique générale. Et brusquement, nous, le lever de bouclier, économistes tout suivent pour. C'est ça le senti du monde. Bon, on est pour tout le monde. Moi-même, personnellement, depuis début juillet, après première soumission 30 juin, j'ai fait une réflexion sur la Nouvelliste, moi les questionnements autour de la sincérité du budget. En général, je ne pas estimer que l'État doit gagner nécessairement un gros débat qui fait de l'autre aspect qui vient alimenter par la suite. Même tu es surtout intéressé par l'aspect ça, question ressources. Mais ça qui vient arriver, c'est que le budget est un gros document.
de 600 pages à peu près, qui ont une quantité annexe là-dedans. Il n'est pas toujours évident pour les gens balayer totalement. Au fur et à mesure, il y a comprendre, il y a petit. Et tout, par exemple, les gens qui parlent au tout. Parce que sorti dans le contexte côté, personne n'est pas intéressé à budget, je dis à tout le monde expert en budget. Donc, ça vient créer, expert entre guillemets, bien entendu, de manière péjorative. C'est-à-dire que quand c'est des gens qui ne va même lire, qui ne pas comprendre trop du tout, mais qui a parlé, donc vient créer un peu de confusion, un peu de monde qui a fait un peu de mauvaise interprétation, et mettez sous ça, le gouvernement lui-même, comme il n'a pas trop fait communication, il vient victime de l'opinion. Donc, quand c'est des bagages qui viennent créer confusion, des mensonges, des vérités, donc qui viennent tout le problème, ça. Maintenant, et au fond de la question, et on est d'accord d'abord que gain ambition toujours là, ça, parce que justement, le gouvernement prévoit pour faire des recettes domestiques de 93 milliards de gouttes, qui c'est quand même énorme par rapport à ça qu'on a habitué à collecter. Donc, par exemple, l'année dernière, on était autour de 70-74 milliards de gouttes. Donc, un gouvernement qui prévoit pour collecter autant d'argent, c'est quand même de l'ambition, il faut le reconnaître. Mais également, le gouvernement tout un petit peu est détaché de toute aide internationale qui était qu'on gagne et tout, qui est conscient du problème pétro-caribé qui finit, qui est conscient que les bailleurs de fonds il y a beaucoup moins, c'est une réalité, il faut le reconnaître, une réalité qu'on a. Maintenant, solution, moins ouais que prévoit un pile l'argent comme financement interne, que je ne suis pas trop à l'aise avec lui. Pour qui ça? Parce que dette déjà trop élevée, moi, je crois que ce n'est pas un choix qui est quand même intelligent pour que nous gagnions un financement interne qui est aussi important, 26 milliards de gouttes. Parce que je dis à là, si quelqu'un qui ne pas comprendre, ça nous est les services de la dette, qui c'est intérêt que nous avons payé sous dette, c'est 10% du budget, 14 milliards de gouttes. Donc, si nous avons fait financement interne beaucoup plus important, nous allons créer une situation pour que nous gagnions beaucoup plus de dettes. Donc là, pour moi, c'est une faiblesse. Mais côté qui est intéressant, c'est l'engagement qui prend pour que vous gagnez beaucoup plus de recettes au niveau fiscal et également douanier. Maintenant, à part ça, nous parlons tout à l'heure de ensemble digitaux, mais moi, je crois que justement, et ce n'est pas un budget pour mettre dans la poubelle les gens que des gens dit, mais gagner des choses que autant de temps. Et moi, je crois que si on fait beaucoup plus de consultations au départ, on était capable d'éviter. Il était qu'on a habitué à faire ça avant. Personnellement, j'ai participé dans plusieurs réunions qu'on fait en 2013-2014 dans la question ça depuis très tôt. On a parlé sur eux, universitaire, on a échangé bien avant que fait soumission. Donc, vous avez l'impression que son budget qui fait à la va-vite, extrêmement rapide, on va éviter comme ça, et qui a même des erreurs matérielles là-dedans. Par exemple, CFPB, il n'a pas précisé clairement est-ce que la fête sous valeur et marchande, mais valeur locative. Il n'a pas précisé. Question 10 000 gouttes là tout, vient un problème matériel, tout parce que j'ai été formulé à l'interprétation, l'interprété à non, mais ça corrige. Je sais, mais c'est quand même avec rapidité qui vient créer non seulement des questions de choix, mais aussi des erreurs matérielles qui viennent bailler en pile possibilité pour en pile exploitation des fois faites et de mauvaises intentions des fois, de bonnes intentions des fois, et qui viennent créer une situation. Donc, un budget qui a des outils de gouvernance économique et politique vient transformer en déclencheur de crise. Clarence, nous posons une question. On va quelque chose pour élaborer à travers la question que je pose là. Est-ce que le gouvernement, quelque part, l'administration Moïse Lafontaine, pas victime tout de, permettez, en malhonnêteté de la part de certains politiques qui, Jean-Président dit, en pile désinformation, nous ne pouvons pas dire mensonge de la présidente, en pile désinformation concernant le budget. En ce qui concerne, par exemple, carte d'identification nationale, question 10 000 gouttes, diaspora pour le payer à l'entrée, non aéroport. Est-ce que là, encore, pas de déloyal? Il y a deux aspects pour nous considérer là-dedans. D'abord, premier aspect, c'est l'aspect faute gouvernementale, là, capable de dire. Manquer fait communication, le gouvernement qui fait communication sur le budget. C'est à lui, c'est la responsabilité pour l'expliquer. L'impression ou les interprétations, c'est normal. Chaque fois opposant a toujours eu des interprétations, c'est à vous d'expliquer, c'est votre responsabilité d'expliquer. Et encore une fois, non, mais le fait à bon escient. Mais non, mais malhonnête. Attendez, je vais arriver avec vous. Ça, nous sommes en politique. Okay. Tout s'exploite en politique. Et adversaire politique, là, chercher côté faiblesse. Oui. Si il fait le soutien dans la communication, mais il n'a pas l'attaque dans la communication. Et c'est ce qui a été fait, si vous voulez, dans ce sens-là. Maintenant, on ne va pas juger de est-ce que c'est vrai ou c'est faux.
Est-ce que c'est honnête ou est-ce que c'est malhonnête? C'est un jeu politique qui se joue. Et plein d'exemples que nous avons utilisés pour montrer comment, quand on est dans l'opposition politique, on n'est pas des gentils. En Haïti ou ailleurs, c'est toujours comme ça. Maintenant, il faut que la population soit informée. C'est l'information qui peut tout corriger dans la question ça. Et pour venir sur la question, sur l'honnêteté, là, de manière intellectuelle et politique aussi, pourquoi pas. Nous, dans l'Union, nous sommes en formation sur le budget, justement. Parce que je ne voulais parler de budget sans que je comprenne le processus d'élaboration d'un budget. Avec 10 cadres de l'Union, et je remercie Kessner Farrell dans ce sens, nous avons été pendant 2 jours de séminaire pour essayer de comprendre le budget, poser des questions sur lui-même. Comment élaborer, pourquoi ça a fait tel genre, pourquoi ça n'a pas de taxe sur ça, sur ça. Voilà l'honnêteté, si vous voulez, politique. Avant même que je l'opine sur lui, je prends formation là-dedans. Mais nous avons compris le malaise aussi, le malaise social dans le pays, que personne ne peut pas nier. On nous fait un budget à sauver au moment. Regardons la réalité en face. 70% de cette population est au chômage, population active et particulièrement jeune. Les jeunes quittent le pays en masse. Bon, j'ai répété ça à plusieurs reprises. Pourquoi le président ne fait pas une déclaration pour parler aux jeunes, pour leur redonner de l'espoir? Moi, j'ai été dans le pays, pas pour quitter le pays comme ça. Vous les laissez partir au côté où dit mes passeports. Le président Noël Crayon, attendez-moi. En commission qui a un rapport avec la jeunesse. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a une réalité. 70% de la population au chômage, 70% vivent avec moins que $2 par jour. Parmi lesquels 40% vivent avec moins peut-être que $1 par jour. Il y a des chiffres graves. L'importation, l'exportation, 800 millions de dollars d'exportation pour 4 milliards d'importation. Bon paquet de barrières. Et en plus, le budget ne reflète pas ça, justement. La politique du gouvernement sur l'agriculture, qui était la promesse principale du président de la République, qui commençait dans une caravane, qui était une caravane agricole, qui vient de transformer en tutti-frutti, si vous voulez, en fourre-tout. Alors, tout ça est à expliquer aussi. Il faut parler aux gens. Et tant que nous pensons que nos processus de consultation permanente, de dialogue permanent dans le pays, ça, un état de dialogue permanent pour anticiper les crises, pour éviter les crises, eh bien, on en tombera toujours. Et les conséquences, c'est le pays entier. Moi, écoutez, j'ai dit, dès le premier jour après les élections, bonne chance au président Jovenel Moïse. Parce que sa réussite sera aussi ma réussite. C'est pour le pays. Son échec est aussi l'échec du pays. Mais lui, il doit être plus sage et plus ouvert à la critique et à écouter aussi les opinions contraires à lui. Et hier, j'ai écrit ça, Jovenel n'écoute que Jovenel. Personne d'autre n'existe dans ce pays. Et c'est là aussi le problème de l'exercice démocratique que nous sommes en train de faire. Monsieur Renoir n'y va pas dans la mesure. Écoutez, nous parlons de consultation. Je me rappelle que pour question budgétaire, il y a des dates constitutionnelles, en fait, des dates fixes. Il y a un président qui est arrivé le 7 février, qui a un gouvernement qui est monté en mars. Après que supposé travailler son budget rectificatif. Mais tout de suite après le budget rectificatif, là, budget rectificatif à peine passé, il y a une obligation au 30 juin pour déposer le budget. Donc le temps nécessaire qu'un gouvernement, par exemple, pour le budget et 18-19, là, le temps où on a commencé à faire consultation depuis le mois d'octobre. Alors qu'en fait, pour ce budget-là, avant, l'urgence, c'était un budget rectificatif. Parce qu'en fonction des nouvelles priorités, il y a des allocations, des réaffectations à faire. Donc, le temps matériel, en fait, n'était pas. Donc, je veux comprendre donc, est-ce que là, on concédait qu'il y a un pile faille dans le budget? Ce n'est pas une concession, non, je ne parle pas de... Non, je parle de processus de légitimation de quelque chose. C'est en fait par rapport à les consultations, et Emile t'a parlé, etc. M'a expliqué comme si... C'est matériel. En fait, moi, je dis que matériellement, il ne pas paraître juste pour reprocher à gouvernement ça que il n'a pas fait assez de consultations pour le budget. Parce que moi, je connais que techniciens, c'est en fait fonctionnaires, ils ont passé plusieurs semaines sans pas jamais dormir pour le budget ça parce qu'on devait respecter date constitutionnelle. Donc c'est pas un faute gouvernement ça. Si nous décidons pour nous marcher sous tête dans le pays pour un gouvernement qui monte en février, mais pour nous un budget qui commence en octobre. Nous d'accord que la Constitution est d'accord qu'il faut que le président commence en février, mais en même temps le budget commence en octobre, donc l'arrivée son budget qui est dans là. Donc alors qu'il paraît plus cohérent pour le budget à commencer par exemple en janvier. Donc pour l'exercice fiscal, c'était du 1er janvier au 31 décembre. Donc il y a des problèmes qui sont... Juste une émotion. D'accord. Dans la démocratie, quand ça fonctionne bien, les gens soit dans l'élection ou qu'on est au passé et qui peut déjà au travail. Ça ne veut pas les installer ou commencer le travail. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que une équipe de choix, de considération, côté équipe de travail sur eux, qui commençait bien avant l'installation. Évidemment. Mais ça, pour tenir compte de l'étau,
c'est imprévisibilité dans le système politique. Imprévisibilité dans la formation gouvernementale. Imprévisibilité, en fait, c'est un genre de démocratie ou la fonction de démocratie naissante qui n'a pas fonctionné de manière optimale, donc obligé de réajuster. En fait, des réajustements pour faire ici, on peut faire ailleurs. Parce qu'en fait, je connais d'autres systèmes politiques, en fait, je garantis, c'est pas ingénieur, c'est politique, mais étudié. Donc d'autres systèmes politiques, mais le nôtre est assez original dans sa manière de fonctionner. Maintenant, non, une question spécifique pour vous. Est-ce que je dis à là, pas une possibilité d'un rétropédalage pour le président, tu as retourné sur le budget? Quelle idée? Écoutez, on est en démocratie ou on ne l'est pas. Budget a un processus. Processus là, c'est que moi, avant projet de loi, que le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, là, en fait, est analysé en fonction de déclaration politique générale, Premier ministre, là, et puis vision président, l'y approuvé. Ça veut dire, en fait, ça devient un projet de loi. Ce projet de loi a été au Parlement. Ça fait les navettes des commissions, etc., entre les deux chambres. Donc, en deuxième lecture, le budget a été approuvé. Maintenant, il faut le président. Le président a un délai constitutionnel pour le faire objection. 8 jours. Étant donné que, voilà. Étant donné qu'il n'y a aucune raison valable pour faire objection, le budget sera publié. Maintenant, il n'y a aucune raison valable. Il n'y a aucune raison valable. Non, il n'y a aucune raison valable. Je vais dire pourquoi. Ceux qui sont aujourd'hui contre ce budget, c'était les mêmes qui étaient contre les élections de 2015. C'était les mêmes qui étaient fait payer à perdu 100 millions de dollars. C'est même Mounsayo qui cachait des budgets qui défendent l'autre intérêt. Qui intérêt à défendre? Je l'ai déjà dit ailleurs. Parmi lesquels Edzeremi? Non, pas Edzeremi. Non, tu parlais de... Qui en économie, tu parlais de... Ne fais pas ça. De irritant qui gagne dans le budget, par exemple. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ce que je veux dire, c'est très important. Ah non, c'est absolument politique. Non. Qu'est-ce que gagne des budgets? Il faut dire la vérité. Ça, mais ça gagne des budgets. Budget, ça, il reflète exactement ces promesses de campagne que le président a fait. Par exemple, 3 policiers par section communale. Par exemple, en fait, des méga serres, en fait, ça nous des centres de germoplasme pour produire plantules. Parce que je veux dire, en fait, pour faire un pied citron, il y a un grain de citron. Parce qu'il est possible à partir d'un bras citron pour faire plantules. Donc, il faut avoir des centres, il faut avoir des équipements, il faut équiper, en fait, les directions départementales. Ce que je fais l'agriculture. Si c'est Porto, pour poser dans le ministère de l'Agriculture avec contracteur agricole à chaque fois pour aller dans la Tibonite ou bien pour aller dans le centre, ou déjà pour faire l'agriculture. Donc, il faut équiper. Il y a des provisions, en fait, dans ce budget-là pour équiper. Qui s'est passé? C'est que une série de monde dans le pays qui ont surfacturé l'État. Qu'on a facturé l'État. Peut-être M. Renard ne va pas connaître, nous la connaissons tout. Qu'on a surfacturé l'État en fait 1 km route jusqu'à 2,5 millions de dollars. Les caravanes n'ont venu côté que dans la caravane ils ont fait ministère des Travaux publics acheter pour asphalter. Et puis main d'œuvre là c'est déjà là c'est juste baïnek pédium puisque vous fonctionnez déjà. Et puis côté jeune et sable là c'est dans rivière l'État, tête roche c'est dans rivière l'État et puis vous regardez ouais kilomètre route là pas coûter 100 000 dollars, vous dit écoutez monsieur pas de problème. Nous mettons fait 100%, 200%, 400%. Mais si nous avons besoin pour l'État acheter 1 km pour 1 million de dollars, ça, c'est pas l'État, ça. Eh bien, vous voyez bien. Oui, c'est absolument fondamental. En même temps, et c'est grave, mais là, je ne crois pas que l'État doit faire économie de non. De quoi? De non. Pour dire, mais qui est ce monde? Oui, parce que. Qui parle des pays à machin? Renal. Non, mais c'est bien sûr. Laissez-moi vous dire. Écoutez, le premier à travers un post sur Facebook qui dit que manifestation violente mardi 12 septembre dernier, mais pour qui ça le fait, c'est parce que bon secteur, il y a des gens qui peuvent les nous avons courant 24 heures sur 24, qui peuvent les routes faites après au saut de là. Mais c'est trop facile pour dire ça. Mais il n'y a pas non. Nous tournons dans le même jeu politique d'autrefois, c'est pas possible. Mais ce qui est trop facile, voilà. C'est le même jeu politique d'autrefois, c'est vieillot ça. L'État n'a pas pour responsabilité de venir dans la presse dénoncer les citoyens. L'État a pour responsabilité de dire qu'en fait, telle situation est inacceptable, il faut la changer. On dit que cette situation où l'État va acheter 1 kilomètre de route à 1 million de dollars ou sinon jusqu'à entre 1 million de dollars et 2,5 millions de dollars, cette situation est inacceptable. Maintenant, quels sont les citoyens qui sont concernés? Quels sont les citoyens qui sont concernés? Ça, c'est autre chose. Vous voyez ce que j'aurais dit? Qu'est-ce que vous aurez dit? J'aurais dit à la population, tel que ce dit là, nous te comprenons des compagnies, même si je ne sais pas si des compagnies, qui te comptent facturer 1 million pour 1 kilomètre, je dis à l'État prend responsabilité à 500 000 dollars pour 1 kilomètre. Laissez-moi, il est beaucoup plus clair. Ça ne se fait pas, il faut. Qu'est-ce que vous avez compris de ce que j'ai dit, monsieur Renoir? Vous l'avez pas fait. Ah d'accord. Alors on vous remercie vraiment, monsieur Renoir. Il faut continuer à nous aider comme ça. Ah ben si. C'est excellent. Monsieur Lubéris, moi je crois que le discours ça est capable de rendre des gens mal à l'aise. Pour qui ça? Parce que il y a des gens qui, de manière convaincue, connaissent que mal à l'aise par rapport au budget pour des raisons.
il y a des gens qui prennent la rue parce qu'effectivement, ils sont frustrés par rapport à la situation économique, par rapport à de l'autre bagaille. Donc, l'on fait comme ça, ou généraliser là. Je crois que vous avez reconnu qu'il y avait beaucoup de mensonges derrière ce budget. Je sais. Les gens sont descendus dans la rue parce qu'ils disent qu'ils vont payer un 4 électoral en fait et 2700 gouttes. Parce qu'ils disent que l'on diaspora venir la payer et l'on, enfin, compatriotes qui vivent à l'étranger venir la payer 10 000 gouttes, etc. Donc, c'est un ensemble de mensonges et les manifestations. Monsieur Renaud qui était candidat, comme ça très bien. Les manifestations sont financées quelque part. Et ceux qui financent ont intérêt en fait à faire ça parce que justement on a attaqué leurs intérêts. Nous allons mettre terme à l'émission à travers une dernière question. Moi, je connais que des mensonges, on dit ça, mais l'idée c'est que on est en train de banaliser une équipe de monde qui gagne des revendications qui justes. Là que nous totalement assimiler les questions à des revendications est juste ou pas. Attends. Peu importe. C'est une appréciation politique. N'a pas assimilé totalement à des gens qui ont des intérêts économiques que nous ne pouvons jamais arrêter, nous ne pouvons pas sanctionner, que le pays n'a pas sanctionné, nous, en général, de tout 30 ans nous, et de transition. Donc cela veut dire que pour moi, c'est quand même assez malhonnête pour que des gens, de manière... Vous trouvez malhonnête de dénoncer des gens qui sont facturés l'État, monsieur Emile? Vous ne l'avez pas fait. Non, c'est pas ça. Malhonnête pour que des gens qui sortent de manière convaincue pour des bagages que vous senti que ils sont lésés par rapport à des bagages qui étaient en manque d'informations parce qu'on leur a menti, monsieur Emile. Peu importe. Mais je ne peux pas assimiler tout le monde ça parce que il y a des gens qui ont été économiques qui mettent au dehors. Donc c'est quand même dangereux de dire ça. Je fais une précision. Je dis que les gens qui manigancent, les gens qui en fait essayent de détourner l'attention de la population, ce sont des gens qui ont des intérêts en fait obscurs qui n'ont rien à voir avec le budget. Le citoyen lambda, par exemple, il y a une équipe qui a arrêté, qui a crasé machine, qui supposait répondre devant la justice. Mais moun sa yo, il dit c'est voyez nous. Donc yo même pour compte pas, ou compte que ou arrêter. C'est de la justice en fait. Il dit la justice bien sûr. Mais en même temps, est-ce que moun sa yo pense que vraiment il y a conscience de l'impact c'est à faire? Non, ça qui intéresse c'est que gon moun qui comprend l'air qui veut le faire. Donc moun qui comprend l'air mais il cache derrière. Donc ça il faut que la population le sache. Discours ça ce qui est faux. Non, c'est pas ça. Il voulait dire que tout bas est correct. Donc c'est totalement manipulation. Il veut dire que mon équipe monde qui manipule les populations autour d'une question de budget et puis qui défend notre intérêt. Voilà, merci. Clarence Renoir, une dernière question. Si vous étiez président de la République et que vous aviez un budget tel qu'on l'a aujourd'hui, que feriez-vous? Qu'auriez-vous fait? Et que doit faire le président de la République, Jovenel Moïse? La lutte contre la corruption, pour rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État. La corruption, c'est sur la frontière, par exemple. Lorsque vous quittez des gens à importer, il y a 500 millions de dollars par année américains qui perdus sous frontière-là. Non, mais sous tes bons budgets. Je vais te dire, les sources pour trouver pour les recettes internes, justement. C'est là pour nous chercher. Nous ne sommes pas capables, aujourd'hui, de chercher les ressources internes. Ce qui est honorable de la part de ce gouvernement, c'est un fait d'ailleurs. Ce n'est pas un choix que le fait, non. Ils ont constat dans la raréfaction aide internationale. Là, l'USAID a réduit aide à Haïti. C'est une décision de Trump aux États-Unis. On doit faire avec. Il faut aller chercher les recettes internes. Deux choses. Combattre la corruption, aller chercher les sources d'imposition et de taxes qui sont frontières dans l'importation. Et dire, il faut dire qu'on est économiste, il y a des gens qui ne vont pas payer taxes de deux pays. Instaurer un impôt, une taxe de solidarité sur ta vlé. Dans le pays. Moi, des gens qui payent riches ont contribué davantage pour nous résoudre cette situation. Parce que ça qui passe, dans le processus d'élaboration budgétaire, et tant que nous n'avons pas essayé d'apprendre avec Christian Farel, la croissance, c'est pour un qu'on fait justement en un soir, long. Et c'est des décisions politiques qui prennent derrière lui. Et c'est peut-être ça, à mon avis, que vous mal interprétez réaction populaire. Réaction populaire, là, ce n'est pas de la manipulation ni manœuvre politicienne. Il y a une réalité dans ce pays que nous refusons de garder en face. Et si nous ne regardons pas la réalité, ça, nous ne pouvons pas prendre qui budget nous bien pour la République là, nous ne pouvons pas prendre pour chercher source d'impôts. Je vais prendre un simple exemple. Nous allons prendre un exemple ça. Lorsque nous disons qu'il faut doubler par exemple les contraventions, les pénalités dans les contraventions, mais qui est-ce qui paye les contraventions plus dans le pays? C'est les chauffeurs qui font une discipline, on n'est pas d'accord avec, pour le capable de mettre un passager pour l'autre passager. Alors que l'autre monde qui passe dans l'autre machine, il ne peut pas frapper par contravention, ça, cher ami. Certainement, il ne peut pas frapper. Clarence Renoir, ou tu es président, ou tu as un budget comme ça, est-ce que tu as tourné sous lui? Oui, je vais tourner sous lui. Parce qu'il faut entendre raison. Les gens ont suffisamment parlé. Le président aurait dû consulter plus large. Et la consultation doit aller non seulement au niveau des secteurs
politique du pays de l'opposition. Il faut construire ce budget aussi avec l'opposition. Ce n'est pas sans l'opposition qu'il faut le construire. Je finis dans ce sens-là, comme dit le Marais, puisque vous êtes à la fin de l'émission. Regardez ce qui a passé aujourd'hui en Équateur. Regardez ce qui est passé en Uruguay pour nous comprendre comment notre style de gouvernement, notre État fonctionne mal. En Uruguay, le président de la République a donné l'exemple. Ils vivent la KLI, ils vivent non réduits pour ne pas dépenser en pile cob, pour faire austérité justement pour payer. Le Parlement ne peut pas s'ériger en riche dans un pays pauvre. Ça, c'est un premier problème. Regardez en Équateur ce qui se passe en Équateur. Le président actuel, Moreno, qui vient du même parti de l'ancien président, ou quand ça le fait, mais il y a attaqué monsieur dans la corruption, parce qu'il y a des bagailles de corruption qui étaient faites. Ici, on voit ça? Non. Il y a une tolérance de la corruption dans ce pays qui mène les pays à trop loin. Tant que nous ne pas combattre feu au Sahel, nous ne va pas avancer. Et Emile, président, malgré les bons côtés du budget, vous dites pas rejeter totalement, vous pensez qu'il t'a supposé retourner sur décision de publier? Il y a deux bagailles. D'abord, en considération constitutionnelle, en considération politique. Constitutionnellement, le Parlement vote un budget, le président, s'il a une objection, l'a publié le budget. Ça, c'est constitutionnel. Donc, il n'y a pas de doute. Maintenant, politiquement, l'on a des rapports de force, et c'est là, moi, pour que tu as réfléchi 10 fois. Est-ce qu'ils ont suffisamment le courage et la capacité pour y passer? Ils ont réussi à passer dans le salaire minimum, ils ont réussi à passer dans l'ajustement carburant. Maintenant, si ils ont senti effectivement une capacité pour y passer, politiquement, ils sont assez forts, le rapport de force est en faveur, que vous passez. Donc, pour moi, c'est une question à la fois constitutionnelle et politique pour que vous évaluez, pour regarder qui ça a fait. Mais c'est l'histoire qui dira est-ce que le raison passe effectivement ou encore le contraire. Mais n'a passé. Monsieur Renoir sauté fait une belle démonstration là. En même temps, par erreur, peut-être, il dit nous que l'État fait un très mauvais président. Parce qu'il dit nous que les films font un budget qui passe sur tout circuit administratif institutionnel. Il y a un groupe qui a mensonge sur le budget et puis il retourne, il fait bac. Non, le peuple en fait a voté pour quelqu'un qui... Le peuple a voté pour celui qui n'a pas voté pour vous. Le peuple a voté pour quelqu'un qui doit prendre des décisions. Je dis à l'apparaître plus justifié pour nous juger le gouvernement sous budget ça, arriver à la fin exercice fiscal 17-18 là. Est-ce que effectivement l'arrivée fait ça le promettre la fin d'un budget? Est-ce que effectivement l'arrivée mettre l'argent de côté pour accompagner jeunes qui sont dans l'université qui ont besoin d'ouvrir une entreprise mais qui n'ont pas besoin de prêter presque côté? Est-ce qu'effectivement, elle a continué à combattre la corruption, bien quand on met l'accent sur le combat de la corruption? Par exemple, ça qu'a fait dans le douane, je vous dis, elle a fait que l'augmentation et les variations de 34% en fait, de recettes dans le système douanier. Parce qu'en fait, vous confirmez? C'est un fait. Non, mais c'est un économiste. L'économiste ne sait pas tout. Il peut savoir, il peut ne pas savoir aussi. Donc, c'est un fait. Une augmentation de 34% sur les 5 derniers mois. Et puis, je ne vais pas monter, pardon. Et d'autre part, il faut ça continuer. Il faut que l'unité qui combat le trafic de stupéfiants et rester plus sous frontière là. Il faut que DCPJ joue rôle. Il faut que brigade et douaniers jouent rôle de sorte que en fait pour combattre la corruption. Il faut que les gens qui ne payent pas l'État paye. On est d'accord sur ça. Et c'est le cheval de bataille du gouvernement. Il faut que l'État dépense moins tout. C'est pour ça qu'il faut mettre accent sur question sur facturation. Il n'est pas normal pour laisser l'État. Regardez, il y a plein de monde qui fait expérience là. On même produit citoyen parle dans le marché à 20 000 gouttes. Si c'est l'État, il a facturé 40 000 gouttes. Ce n'est pas normal. Donc l'État supposé rationnel et c'est ça et démarche gouvernement. En même temps, il y a un ensemble de promesses que le président a fait. C'est dans le budget maintenant pour juger le président sur le résultat, pas juger sur une série d'intentions que l'on a balayées. Voilà, merci messieurs. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Nos invités, Clarence Renoir, Edzer Emile, Reynald Lubéris. Messieurs, merci à vous. Restez branchés sur Métropole pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.